La guerre revient dans le golfe Persique et les États-Unis sont de nouveau impliqués. Aujourd'hui, Donald Trump a déclaré qu'il avait officiellement informé le Congrès américain qu'il allait reprendre la guerre dans le golfe Persique. Demain soir, à 20h heure locale, il compte rétablir le blocus contre les Iraniens. Il a dit qu'il allait imposer une taxe de 20%, mais uniquement aux Iraniens, pas aux autres. Non, il n'a pas dit sur l'Iran, précisément. Il a bien dit que le blocus visait les Iraniens, pas tout le monde. Mais tout le monde devrait quand même payer 20% à Donald Trump et à son nouveau genre de mécanisme qu'il veut mettre en place dans la région. Voilà ce que Donald Trump a déclaré aujourd'hui. D'après ce qu'on entend du détroit d'Ormuz, les deux camps s'attaquent mutuellement. En gros, les États-Unis ont commencé à frapper l'Iran. On a d'ailleurs des images de l'île de Kish, par exemple. Voici une des vidéos qui montre qu'ils ont visé une cible à Kish. Et là, vous voyez la carte de l'Iran. Jusqu'à présent, ils ont attaqué ces villes. Kangan, Bandar Abbas, l'île de Kish, la région de Sirik, la ville de Jam, Jask et Konarak. Vous voyez? Tout ça se trouve dans le sud du pays. C'est donc l'ensemble des villes et des îles visées ce soir, la manière dont les États-Unis frappent dans le sud de l'Iran. Et on l'a dit, je vais le répéter, parce que nous avons du public. Je l'ai déjà dit dans l'émission précédente, mais je vais le redire pour toi aussi, Tony, parce que je veux comparer ce qui se passe ce soir avec ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, ils ont mené des attaques avec des HIMARS, tu sais, en frappant la partie ouest de l'Iran. Les HIMARS étaient positionnés au Koweït, à la frontière entre le Koweït et l'Irak. Et on voit que la plupart des cibles se trouvent près de la frontière irakienne ou koweïtienne. Ensuite, il y a quelques cibles dans le détroit d'Ormuz et dans la partie est de l'Iran, une cible à Chabahar. Et la réponse iranienne, c'était ça, hier soir. On voit les attaques contre Oman, le Koweït, Bahreïn, le Qatar, et Oman à nouveau. Oman, c'était en quelque sorte une nouveauté. L'Iran n'avait encore jamais attaqué Oman. Et voici les nouvelles images qui viennent tout juste d'être publiées par les Iraniens. On les voit tirer des missiles et... Attendez, je baisse un peu le son ici. Les images montrent qu'ils lancent des missiles et des drones sur certaines cibles. On ne sait pas encore quelles sont ces cibles. Pour l'instant, aucun rapport n'a été publié à ce sujet. Mais je suppose qu'ils visent les mêmes objectifs que la nuit dernière. Puisqu'il semble avoir un nombre limité de cibles possibles. Tout cela concerne les pays du Conseil de coopération du Golfe. Avant qu'on ne prenne l'antenne, tu disais qu'on revenait vers une guerre totale. Tony, quelle est ton évaluation de la situation? Tony, what is your assessment of the situation? Je veux d'abord dire que j'ai toujours été très ferme dans mon analyse. J'étais convaincu qu'on reviendrait à une guerre à grande échelle. La période de négociation intermédiaire, qui devait en théorie permettre aux États-Unis de trouver un terrain d'entente, ne le permettait pas et ne le pouvait pas. En réalité, on était simplement dans une impasse et il était clair qu'on retournerait à une guerre totale. Et à chaque phase d'escalade, parce qu'on a traversé des moments d'une intensité incroyable. Il y a eu des phases de montée et de baisse de tension. Il y a eu une période de désescalade avec le projet Freedom qui a duré environ 30 heures. Puis on est entré dans cette phase de flou. Est-ce qu'on est en guerre ou pas? Mais on n'avait jamais dit qu'on ne l'était plus. Et puis le protocole d'accord est arrivé. En réalité, ce protocole n'a jamais vraiment pris forme. On n'a même pas dépassé l'article 1er, et déjà les échanges de tirs avaient repris. J'ai cette conviction, et je l'ai depuis le 28 février. La seule façon pour les États-Unis de s'en sortir ou de trouver une issue à ce conflit qu'ils ont eux-mêmes déclenché, c'est soit par une guerre totale, avec la capitulation et la reddition militaire de l'Iran, ce qui, très franchement, a très peu de chances d'arriver,
soit en acceptant de venir à la table des négociations sur des bases que l'Iran et les États-Unis soient tous deux prêts à accepter, à appliquer et à respecter. Et dans le protocole d'accord, il y avait une vraie opportunité. Mais les États-Unis ne l'ont pas saisi. Ils ne l'ont pas saisi parce que le facteur de blocage dans tout ça, c'est Israël. Donc, à partir de maintenant, nous resterons dans un état de guerre permanent avec l'Iran jusqu'à ce que les États-Unis forcent ou obtiennent une capitulation totale de l'Iran, ce qui n'arrivera pas, ou bien jusqu'à ce que les États-Unis comprennent qu'ils doivent négocier avec l'Iran. Et tant qu'Israël fera partie de cette équation, que ce soit vis-à-vis du Liban ou de Gaza, les États-Unis ne pourront pas tenir leur part du marché. Malheureusement, cette guerre va donc s'intensifier parce que Donald Trump ne semble pas capable de tirer cette leçon, ni celle de l'histoire, à savoir que cette guerre a été lancée sur des objectifs flous, des objectifs impossibles à atteindre. Et maintenant, nous relançons cette guerre dans une logique d'hostilité totale. Ce n'était jamais vraiment fini. Ça ne s'est jamais vraiment arrêté. Il y a juste eu une période de désescalade pendant laquelle les États-Unis ont utilisé la négociation et la diplomatie comme un masque simplement pour se réarmer et rétablir leurs forces militaires dans toute la région. On l'a bien vu. Alors, où en est-on aujourd'hui? Les États-Unis ont tiré avec les HIMARS la nuit dernière et aujourd'hui encore, ils ont prévu d'autres frappes avec ces systèmes. Ce n'est pas forcément l'utilisation du HIMARS en soi qui compte, mais plutôt ce que les États-Unis tirent depuis ces lanceurs. Le HIMARS, c'est le High Mobility Artillery Rocket System, un système d'artillerie à haute mobilité. C'est une plateforme de lancement. Et ce qu'elle peut tirer, ça va du missile tactique de l'armée, l'ATAC-MS, à très longue portée, très coûteux, et qui reste un système assez spécialisé. Vous avez le nouveau missile PRSM, cette munition de précision que les États-Unis ont introduite l'an dernier. On a déjà utilisé presque tout le stock à cause de cette guerre. Ceux qui nous restent et qu'on envoie là-bas sortent directement de la chaîne de production de Lockheed Martin, ou bien ce sont des roquettes du système MLRS, le Multiple Launch Rocket System. Selon la distance et la portée, les États-Unis utilisent soit le PRSM, soit l'ATAC-MS. Là encore, les deux sont en quantité très limitée. Donc ce n'est pas un système sur lequel on va pouvoir compter encore très longtemps. Et la raison pour laquelle on l'utilise, c'est parce qu'il s'agit d'un système dit sacrificiel. C'est un système sacrificiel tactique, ce qui veut dire qu'on peut l'installer, le déclencher à distance, et si jamais il est touché par un tir de contre-batterie, la perte reste limitée au matériel. Ce n'est évidemment pas comparable à la perte qu'on aurait avec des soldats ou une batterie sur place. Alors, on peut les doter d'un équipage et mettre en place plusieurs batteries, mais ce n'est pas comme ça qu'ils sont déployés dans les zones d'où ils ont été tirés. Du coup, ils ne sont vraiment efficaces que lors de la toute première salve, ce qui, jusqu'à présent, n'a pas été le cas. Donc maintenant, les États-Unis vont devoir revoir leurs options de ciblage, trouver une nouvelle solution pour frapper ce qui reste, ou bien passer à des munitions plus stratégiques. Et là aussi, nos stocks sont faibles, et ces armes coûtent bien plus cher que ce que l'Iran peut aligner avec ses drones asymétriques à bas coût, ses roquettes et missiles moins chers, jusqu'à ses capacités de frappe de précision sur des cibles de grande valeur. Quant au fait que les États-Unis continuent de frapper dans ce que j'appelle désormais le corridor d'Ormuz, qui commence au sud du détroit, dans le golfe d'Oman, remonte à travers le détroit, puis vers le nord, dans la partie sud du golfe Persique. Sur l'ensemble de ce corridor, on voit clairement que les États-Unis essaient d'établir une G-lock, une C-lock et une A-lock.
C'est une ligne de communication maritime et une ligne de communication aérienne. Nous n'avons pas la capacité d'établir une JLOC, une ligne de communication terrestre, à travers le détroit. Et pourtant, c'est ce qu'il y a de mieux quand on parle de mener une guerre, avec du personnel, de la logistique, des approvisionnements, du réapprovisionnement, tout ce qui entre en jeu dans la conduite d'une guerre. Mais quand ce n'est pas possible, comme on l'a fait pendant la campagne des îles de la Seconde Guerre mondiale, il faut mettre en place une solide ligne de communication maritime, une SEALOC, en s'appuyant sur des moyens navals dans une chaîne d'îles. Le rétablissement du blocus que le président a annoncé ce soir. Un blocus, c'est un acte de guerre. Ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas parfois oui, parfois non. Ce n'est pas une question de savoir qui a raison ou tort. C'est un fait, objectivement. Un blocus naval est un acte de guerre. Donc il n'y a aucun doute. D'après la déclaration même du président, nous sommes de nouveau engagés dans une guerre totale. Alors, comme on se le demandait tous pendant l'opération Epic Fury et pendant les 130 et quelques jours qui ont mené jusqu'à maintenant, quel est l'objectif? Quel est l'objectif militaire à atteindre pour ensuite avoir un levier dans les négociations ou dans la diplomatie pour donner aux États-Unis, dans ce cas, un avantage? Eh bien, on sait que c'est le détroit d'Ormuz, peu importe le reste. L'obstacle principal pour que les États-Unis obtiennent un levier ou une position de force dans les négociations avec l'Iran, c'est le détroit d'Ormuz. Donc, dans cette nouvelle phase d'escalade et d'hostilité, dans cette suite du même conflit, les États-Unis vont tenter de prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. Je veux préciser ce point, parce que parfois certains disent « Oh, mais les États-Unis ne feraient jamais ça. Ils n'en seraient pas capables. » Alors soyons clairs, saisir ou contrôler ne veut pas forcément dire qu'un pays doit envoyer des troupes au sol. C'est une option, mais ce n'est pas la seule. On peut encercler une zone et la prendre par les airs, par l'artillerie, par l'interdiction, par le contrôle. Il y a beaucoup de façons d'imposer le contrôle d'un terrain stratégique sans y poser le pied. Maintenant, là où je pense que les États-Unis chercheront à déployer des troupes au sol, c'est à cause des frappes ciblées qu'on a vues à Keshm, encore et encore. Ce serait sur l'île de Keshm, sur la plage ou la côte ouest, pour s'emparer de cet aérodrome. Si les États-Unis espèrent prendre temporairement le contrôle pour établir une ligne aérienne logistique et une ligne terrestre durable à travers le détroit, il faut absolument disposer d'une puissance aérienne locale, pas stratégique, locale. Et la seule façon d'y parvenir, c'est d'avoir un aérodrome à proximité, là où les appareils tactiques, les Apache, les A-10 et d'autres types d'avions peuvent effectuer des sorties sans devoir se ravitailler en permanence juste pour atteindre la zone. Cet aérodrome, c'est celui de l'île de Keshm. Donc je pense que ce qu'on va voir avec la mise en œuvre de ce blocus, une fois encore, c'est que les États-Unis vont établir cette base, puis avancer dans le détroit pour prendre le contrôle de la chaîne d'îles au sud autour d'Ormuz. Et je pense que c'est exactement ce qu'on va observer dans les prochains jours. Oui, alors là, on dirait que l'Iran frappe pas rien. Les premières cibles, tu vois, sont touchées par des missiles iraniens à Bahreïn. Et Tony, laisse-moi te montrer la vidéo d'aujourd'hui. Donald Trump qui parle du protocole d'accord. Voilà ce qu'il a dit à propos de ce protocole. C'était un test. On ne savait pas. Écoutez, un protocole d'accord, quand on a affaire à des types louches, ça ne veut pas dire grand-chose. Et même quand on a affaire à des gens honorables, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Parce que justement, c'est un protocole d'accord. Ça ne veut pas dire grand-chose. Et j'ai dit, pourquoi est-ce qu'on fait même... Vous savez, c'est une tactique classique aux États-Unis. On commence par un protocole d'accord, puis on passe à l'accord final.
Moi, j'ai dit allons directement à l'accord. Mais vous savez quoi? C'était en quelque sorte un test. Et ils n'étaient pas au rendez-vous. Ils n'ont pas respecté le test. On l'avait cet accord, on l'avait conclu plusieurs fois. Oui. Yeah. They didn't honor Ils n'ont pas respecté le test, ni le protocole d'accord. Et de quelle partie parle-t-il exactement? Quelle partie du protocole d'accord n'ont-ils pas respecté jusqu'à présent? Je parle des Iraniens. so far. I'm talking about the Iranians. Eh bien, l'Iran a respecté tous les aspects du protocole d'accord tel qu'il a été présenté, signé et approuvé. Et si on revient un peu sur l'histoire de la mise en place de ce protocole, je voudrais aussi répondre à Donald Trump qui disait « Pourquoi avoir un protocole d'accord avant un accord final? Faites directement l'accord. » En réalité, chaque mise en œuvre stratégique d'un traité, que ce soit par les États-Unis ou par d'autres pays, a toujours été précédée de discussions, d'armistices, de cessez-le-feu ou de négociations avant la signature d'un véritable traité. C'était le cas après la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, lors du retrait américain du Vietnam, du retrait des forces américaines de Corée et de l'armistice établi entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Vous savez, dans chaque conflit qui s'est terminé, il y a toujours eu des discussions préalables pour préparer le terrain à un futur traité. Donc c'est un commentaire ignorant de la part du président des États-Unis. Mais ça montre aussi que Donald Trump, en tant que président et représentant de la politique étrangère du pays, n'a jamais eu l'intention Les États-Unis ont présenté ce protocole d'accord. Alors, quand on regarde comment il a été présenté, et surtout par qui, les États-Unis avec beaucoup d'apports venus d'Israël, si Steve Witkoff et Jared Kushner ont participé à sa rédaction, ça veut dire qu'Israël y a pris part directement, pas seulement de manière indirecte. Jared Kushner et Steve Witkoff ne sont en réalité que des agents d'Israël. Donc avec leur participation, c'était tout simplement un accord israélien utilisé pour donner l'apparence ou le camouflage d'une démarche diplomatique. En vérité, les États-Unis avaient bien l'intention de replonger dans le conflit pour obtenir ce qu'ils voulaient. Et depuis le tout début de ce conflit, depuis qu'il a commencé le 28 février, la vraie question, c'est qu'est-ce que les États-Unis veulent vraiment? Est-ce une capitulation totale de l'Iran? Eh bien non, ça n'arrivera pas. Est-ce la capitulation complète du programme nucléaire iranien? Là encore, ce ne serait ni possible, ni conforme au droit international. Un pays a le droit de développer des capacités nucléaires à des fins civiles, et l'Iran a toujours affirmé que c'était son intention. Il n'existe aucune information ni aucun renseignement indiquant que l'Iran cherchait à fabriquer une arme. Alors, est-ce que c'était ça l'objectif? Je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'obsession de Donald Trump, c'est désormais le détroit d'Ormuz et non plus la liberté des mers, de la navigation ou du commerce. Tout tourne autour de combien d'argent Donald Trump peut gagner là-bas. Aujourd'hui, il estime qu'il est normal d'imposer des tarifs et des coûts à tous les navires qui passent par le détroit d'Ormuz. Mais selon lui, quand c'était l'Iran qui le faisait, ce n'était pas acceptable. On voit donc une hypocrisie totale affichée au grand jour. Et on va entrer dans une phase d'escalade plus forte où les États-Unis vont devoir déployer davantage de force, dépenser plus de ressources pour essayer de modifier les paramètres du problème de négociation, c'est-à-dire le détroit d'Ormuz. Et je ne pense pas que les États-Unis réussiront dans cette entreprise. Tony, Non, Tony. La seule différence que je vois cette fois, après le protocole d'accord, c'est que les États-Unis l'ont manipulé et qu'en ce moment, ils reviennent avec le blocus et avec la guerre. La seule différence, c'est qu'Israël ne fait pas partie de la guerre.
Israël a été retiré du conflit et personne n'attaque Israël. Comme on l'a dit, les États-Unis attaquent l'Iran, l'Iran frappe les bases américaines dans la région, et tous ces pays du Golfe sont touchés. Et la guerre dans le sud du Liban ne s'est pas arrêtée. Il continue de bombarder certaines zones dans le sud du Liban. Mais Israël, lui, n'est attaqué par personne. Et c'était ça le plan. And was that the game? On behalf of Israel, absolutely. Au nom d'Israël, absolument. C'était le plan d'Israël depuis le début. Entraîner les États-Unis dans la guerre, les pousser à s'engager militairement contre l'Iran dans une escalade permanente, tout en permettant à Israël de poursuivre son avancée au Liban et son occupation totale de Gaza. Et ce n'est pas parce qu'Israël ne tire pas de missiles en ce moment ou ne se défend pas contre des missiles qu'il n'est pas impliqué. Israël fait pleinement partie de cette guerre. Il participe activement à l'influence et à la manipulation des décisions américaines. Les décisions que prennent les États-Unis, ce qu'on entend de la part de Donald Trump, je ne pense même pas que Donald Trump y croit vraiment. Il fait ce qu'Israël lui dit de faire pour maintenir ce conflit. Ce conflit avec l'Iran ne sert en rien les intérêts des États-Unis, d'aucune manière. Alors il faut se poser la question. À qui profite cette guerre? À qui profite un conflit avec l'Iran? Eh bien, il profite à Israël. Oui. Il me semble qu'il y a encore des gens au sein de l'administration Trump qui pensent qu'ils ont une sorte de solution militaire dans le détroit d'Ormuz et qu'ils peuvent régler cette affaire par la force. Le général Mackenzie l'a dit, tout comme le général Wesley Clark et Keith Kellogg. Tous affirment qu'il faut le faire, qu'ils peuvent entrer dans le détroit d'Ormuz, le traverser, atteindre l'île de Kharg, occuper un peu de terrain, déployer des troupes au sol, puis influencer le détroit, voire le capturer et le contrôler. Franchement, je ne sais pas. Ces gens-là sont tellement convaincus. On dirait que leur discours trouve un écho chez Donald Trump et dans son administration. C'est pour ça qu'ils reviennent à la charge. Eh bien, rappelons-nous que le général des Marines Mackenzie n'a pas été un bon commandant du Central Command. En fait, le général Mackenzie, en partant, a vu toute sa réputation et son service entachés par le fait qu'il a menti, à propos du meurtre d'une famille afghane en Afghanistan pendant le retrait. C'est lui qui a directement et personnellement ordonné la frappe contre un individu, tuant toute sa famille, puis a essayé de faire passer cet individu pour un membre de l'État islamique. Ce qui a été prouvé faux, sans la moindre ambiguïté. Il a ensuite dû présenter des excuses au nom du Central Command américain devant le Congrès pour avoir menti à propos de cette frappe. Donc le général Mackenzie n'est rien d'autre qu'un courtisan et un ignorant. Je ne ferai absolument pas confiance à ce qu'il dit. Quand on regarde la capacité des États-Unis, leur aptitude à mener une opération militaire dans le détroit, dans le Golfe Persique, est-ce qu'ils en ont les moyens? Oui. Mais la vraie question, c'est ce que les États-Unis sont prêts à y engager. Parce qu'à ce niveau-là, on parle d'une guerre totale et les États-Unis ne sont pas disposés à en payer le prix, ni à assumer ce que cela impliquerait. Une telle opération ne pourrait pas se faire sans des pertes considérables pour les forces américaines, dans les airs, sur terre et en mer. Donc tout dépend de ce que les États-Unis sont prêts à risquer, à mettre sur la table. Est-ce qu'ils pourraient mobiliser l'ensemble de leurs moyens maritimes, navals et aériens dans la région? Des opérations spéciales, la prise de bases aériennes, des attaques terrestres, aériennes, maritimes, amphibies. Oui, ils le pourraient. Mais à quel prix et pour atteindre quel objectif? Parce que la prise de l'île de Kharg, ou sa sécurisation, ou encore son contrôle par les États-Unis, ne garantit pas la capitulation de l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Prendre le contrôle du détroit d'Ormuz, même temporairement, ne garantit pas non plus une capitulation iranienne.
L'Iran dispose d'autres moyens de survivre, sur le plan géopolitique et logistique, en utilisant d'autres routes d'importation et d'exportation, sans dépendre uniquement du détroit d'Ormuz. L'Iran peut encaisser cette douleur. Ce ne serait pas facile, le pays souffrirait, mais cela ne garantirait pas pour autant le succès des États-Unis. Et puis, il faut mesurer le risque calculé d'une telle action. Si les États-Unis contrôlaient l'île de Kharg et le détroit d'Ormuz face à l'Iran, qui d'autre interviendrait? On pourrait très bien voir la Russie et la Chine s'impliquer directement, et peut-être d'autres encore. Donc à chaque étape, si les États-Unis devaient faire ça, premièrement, rien ne garantit la victoire. Deuxièmement, il y a des risques associés à cette décision. Alors, comment cela pourrait-il encore s'aggraver en impliquant d'autres États-nations? Il n'y a aucune garantie que les États-Unis vont dire « Bon, le reste du monde, on s'en charge, restez en dehors de ça ». C'est très peu probable. Et pourtant, beaucoup de ces généraux, surtout Mackenzie et d'autres, qui examinent la situation, ont toujours eu une posture belliciste. Ils essayent de convaincre ou de conseiller le président d'emprunter une voie vers la guerre, dans l'idée d'obtenir une victoire. Mais ce sont les mêmes généraux qui nous ont menés à l'échec en Irak, à l'échec en Afghanistan et en Syrie, où nous n'avons toujours pas d'objectif politique clairement défini. Alors, personne ne devrait les écouter. Ce sont des échecs. No one should listen to them. They're failures.